Bonjour et bienvenue à tous dans le 41e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des symboles et de la réalité dans la pratique du yoga. C'est une thématique qui est souvent discutée et c'est d'ailleurs un sujet qui est assez clivant entre les pros et les contres. Ceux qui disent l'utilisation du symbole conditionne une véritable pratique de yoga, et puis ceux qui disent à l'extrême inverse, le symbole c'est complètement idiot, c'est décorrélé de notre vie actuelle, ça n'a plus aucun sens d'utiliser ça dans la pratique actuelle du yoga. Donc le but c'est, encore une fois, je préfère le préciser au début de chaque épisode, ce n'est pas d'énoncer des vérités mais de vous amener à réfléchir. Je vais vous donner simplement quelques outils, ce qui va être issu des textes, de l'histoire du yoga. Et puis ensuite, avec ça, vous allez pouvoir commencer à faire évoluer votre pensée, pas forcément dans le but de prendre position ou de trancher, d'avoir raison, mais plutôt comme un exercice de pensée, un exercice de positionnement. Et c'est particulièrement inspirant, intéressant à faire comme travail si vous enseignez le yoga, puisqu'il y a un moment où vous allez être confronté à ça. Est-ce que vous choisissez de transmettre toute cette dimension symbolique à vos élèves, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas sens pour vous? Voilà, tout ceci ayant été précisé, on va pouvoir démarrer, entrer dans le vif du sujet. Donc le symbole, dans la pratique du yoga, du moins dès qu'on va s'aventurer au-delà des cours hebdomadaires, et qu'on pourrait qualifier de tout public, sans que ça soit péjoratif, mais on va se retrouver face à l'utilisation de la symbolique. En général, c'est un passage délicat. Il y en a certains, comme je vous le disais en introduction, qui vont embrasser le symbole, et puis d'autres qui vont être plus circonspects, voire critiques. Certains aiment les symboles parce qu'ils évoquent tout un imaginaire, et dans ce cas, il y a un attachement à une forme d'exotisme. Et dans ce cas, le symbole est utilisé différemment de sa fonction de base, puisque ça va être plutôt une façon de se plonger dans une Inde mystérieuse et souvent fantasmée. Alors on va voir ensemble quelques utilisations possibles de ce symbolisme dans la pratique du yoga. En tout cas, c'est une question qui est très intéressante et qui me tient à cœur, parce que je trouve que là, c'est vraiment l'endroit où le fossé va se creuser entre beaucoup d'enseignants et leurs élèves. Quand on enseigne le yoga après avoir suivi une formation assez longue, en tout cas je parle pour tout ce qui est formation de hatha yoga, formation sur plusieurs années, qui ne se contente pas d'apprendre les techniques, les postures, les asanas, quelques pranayama, mais qui va rentrer vraiment dans la philosophie du yoga. Ça va être en particulier les enseignements qui sont issus d'écoles tantriques. Donc vous voyez, on est déjà en train de cibler un pan assez restreint de l'enseignement du yoga. Et donc, quand on enseigne et qu'on est issu de l'une de ces formations, on a probablement appris à lire ces symboles. En tout cas, on les a côtoyés, on y a été confronté. Pour certains, l'utilisation a pu être testée, entre guillemets. Donc, il est plus simplement question de théorie. Mais dans ce cas, on a pu intégrer réellement dans nos pratiques personnelles, dans notre vie quotidienne, l'utilisation de cette symbolique. Et puis parfois, j'ai appris ça dans certaines écoles, on est simplement dans une observation qui va être historique, intellectuelle, philosophique de ces symboles, mais on ne va pas apprendre à les utiliser. Pour vous redonner le contexte, moi je viens d'une école de Hatha Yoga où on a vraiment embrassé l'utilisation de cette symbolique très rapidement, et on a été invité à mettre ces symboles dans notre pratique. Alors pour ma part, au début, j'ai pas été très emballée. Je trouvais que c'était intéressant, mais voilà, ça faisait pas tellement sens pour moi. Et puis ensuite, j'ai compris ces symboles de façon plus intellectuelle, en essayant de me dire, ok, c'est simplement des manières de faire le lien entre un niveau de réalité et ma compréhension. En fait, c'est comme si j'avais un traducteur automatique qui se mettait en place dans ma tête et qui convertissait ces symboles en mots. Bon, ce qui est un petit peu dommage, puisque finalement, si on utilise le symbole, c'est pour s'extraire du langage et sortir des limitations des mots. Mais voilà, nul n'est parfait. En tout cas, vraiment, j'ai eu besoin, moi, de cette étape, étant très sceptique de nature, pour être prête à accepter de cheminer davantage, on va dire, avec le symbole. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je sois pleinement convaincue. En tout cas, je ne suis pas du tout convaincue que l'utilisation de tout cet aspect symbolique soit quelque chose de positif pour tous les pratiquants du yoga. Mais je crois que c'est vraiment intéressant de se poser la question et d'essayer de creuser tout ça.
Les avis peuvent évoluer au cours du temps, notamment si on continue, indéfiniment, comme beaucoup d'enseignants le font, à se former, puisqu'on va apprendre de nouvelles choses, on va, voir d'autres points de vue, on va échanger, ce qui va permettre d'avancer et l'objectif à travers de ce podcast, c'est simplement de retracer ce cheminement de pensée et d'expérience. C'est un chemin qui a été emprunté de nombreuses fois par différentes personnes, en quête de connaissances, de compréhension et puis aussi, l'objectif, c'est de questionner la juste distance par rapport à ces symboles. Quand on pense au symbolisme dans la pratique du yoga, une des premières choses qui vient en tête, c'est les représentations, les images des divinités qui sont celles de l'hindouisme. Ça peut paraître indissociable de la pratique du yoga. Donc je ne parle pas ici des personnes qui sont engagées dans des courants du yoga axés principalement sur le physique, sur l'anatomie. Là, je parle de tout ce qui est hatha yoga traditionnel, au sens premier de traditionnel, hein, qui s'inscrit dans une tradition qui est reliée à une école, à une lignée, et qui va utiliser certains outils propres à cette lignée comme support pour donner davantage de relief, davantage d'inspiration aux pratiques qui seront réalisées. En ce sens, on peut avoir donc comme symbole des représentations de divinités, mais également des yantras qui sont des diagrammes, et puis des objets, par exemple les lingas ou les conques, qui peuvent être disposés dans les salles de pratique et que certains utilisent pour les pratiques méditatives, par exemple. Tout ça soulève une première question très épineuse déjà, hein, c'est est-ce que le yoga est religieux? Alors, certains disent oui, d'autres non. Vraiment, mon but ici n'est pas de trancher, mais d'essayer de débroussailler. Donc si on prend ces symboles comme des objets d'adoration, la pratique va effectivement se transformer en culte à telle ou telle divinité. En réalité, je crois que c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors bien évidemment, tout dépend du courant du yoga dans lequel vous vous engagez. Parce qu'il y a des courants de yoga qui affichent clairement être affiliés à telle ou telle religion. Tel courant est sikh, tel courant est hindouiste, peut-être que tel courant est chrétien, je ne sais pas, ça doit pouvoir se faire. En tout cas, voilà, dans certains cas, c'est clairement affiché. Et dans ce cas, la question ne se pose bien évidemment pas du tout. Ensuite, pour de nombreux courants du yoga tantrique, la pratique du yoga ne demande pas qu'on adhère à telle ou telle religion. Et ça ne demande pas non plus à ce qu'on abandonne sa religion si on en a déjà une. Alors ça, c'est pour la théorie. En pratique, dans le yoga, on touche, en tout cas dans la métaphysique tantrique, on va toucher à des questions sensibles sur le sens de l'existence. Tout ça, ça va être questionné. Et chaque religion apporte déjà ses principes et ses réponses. Donc je pense que la pratique du yoga peut amener à transformer la foi ou même à soulever quelques contradictions, comme on en trouvera toujours hein, finalement dans deux systèmes différents. Donc ces divinités, je crois que ce ne sont pas des entités extérieures. Pour les yogis, c'est avant tout des énergies. Le terme énergie, j'aime pas trop, mais on pourrait traduire peut-être par capacité, des forces, des ambiances, des qualités. Donc des capacités, on pourrait dire, qui sont présentes en nous et qu'il est possible d'éveiller. Et les techniques de yoga visent à cet éveil de différentes énergies, pour utiliser ce terme fourre-tout et réducteur. Donc si on sort du mode mystique et qu'on revient à la vie quotidienne, on peut illustrer ça de façon beaucoup plus parlante et caricaturale. Par exemple, si chaque matin je me réveille en me disant que je suis une parfaite imbécile et qu'aujourd'hui je n'arriverai à rien comme tous les autres jours. Voilà, je me réveille avec cette pensée et puis je me répète ça 50 fois dans la journée, c'est facile, hein, 50 fois ça va vite. Et puis le soir en me couchant, eh ben, je réaffirme cette conviction qui a déjà été bien enfoncée avec mes pensées de la journée. Après ça, il y a de bonnes chances pour que ma vie ne soit pas des plus agréables ni des plus réussies. Parce que c'est quelque chose qui a tellement occupé mon espace mental et qui commence à forger ma réalité. Ensuite, pour revenir à quelque chose de plus en lien avec le yoga, si chaque matin je fixe l'image de Ganesh, que je récite son mantra, mais que je ne me contente pas de faire ça de façon mécanique, qu'en plus je me plonge dans cette énergie de force, que je me relie à ce que représente Ganesh, à ce qu'il y a derrière ce symbole, c'est-à-dire à la capacité à lever les obstacles, à ouvrir les portes, en tout cas les portes qui doivent être ouvertes. Et si au fil de ma journée le mantra me revient régulièrement en tête et agit pas comme une simple répétition de mots, mais vraiment comme un rappel de ses résolutions,
et qu'ensuite le soir je me couche en remerciant Ganesh ou en remerciant cette force, ce que vous voulez, pour m'avoir permis de lever quelques obstacles, même si c'est quelque chose de très simple, hein, comme avoir rempli ma déclaration d'impôt alors que ça fait des semaines que je procrastine. Eh bien, je m'engage dans une dynamique qui est un petit peu plus positive, qui va être plus porteuse et plus transformatrice. Vous voyez donc dans ce cas qu'on n'est pas clairement dans le religieux, on n'est pas seulement dans le religieux, on peut voir ça de façon non religieuse, on est dans l'efficace. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui soutient ma vie et qui lui permet d'être harmonieuse, agréable pour moi et pour les autres? Qu'est-ce qui me permet de cheminer vers davantage de conscience, de tranquillité, de présence à moi-même et au monde? Tout ça, c'est donc une manière dont on peut utiliser ce symbolisme. Ces images, dans ce cas, sont des évocations qui vont laisser des empreintes dans le but d'avoir une pratique qui ne se limitera pas à faire quelques étirements de temps en temps, mais ça sera une pratique qui va réellement imprégner notre vie quotidienne, qui va la soutenir et qui va donner d'une certaine manière davantage de sens à notre vie. Et dans ce cas, la divinité ou la représentation ou le yantra ou ce que vous voulez, ça va incarner ces qualités qu'on cherche à éveiller. Ça sera seulement un moyen de se relier à certaines de nos facettes. Il y a certaines de ces facettes qui sont très évidentes à voir et d'autres qui seront enfouies plus profondément. Alors le yoga, en proposant ce lien au symbole, va permettre de réaliser cette plongée en soi pour ensuite aller chercher certains trésors, on pourrait dire, qui sont oubliés ou qui n'ont pas encore été mis en lumière. Le passage par ces symboles et ces archétypes, il va permettre de sortir de l'idée et de donner une dimension presque matérielle, en tout cas qui va toucher au sens et plus seulement au mental, comme un support aux transformations qu'on aimerait mettre en place, qu'on aimerait effectuer. Si vous vous dites je dois agir de telle manière, ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent, on se dit que notre manière d'être, de faire n'est pas juste et qu'il faudrait changer. Donc en faisant ça, on s'adresse uniquement à notre mental, à notre raison. Et on peut le constater dans notre vie quotidienne, souvent, c'est pas suffisant. Ça fait défaut, c'est pas quelque chose qui nous soutient assez. Ça nous plonge simplement dans la culpabilité, dans ce qu'on n'a pas, dans le manque. Alors que nous, ce qu'on cherche à développer, c'est plutôt quelque chose de positif qui nous porte, qui est lié à une forme de confiance. Donc c'est moins puissant d'être dans le mental que de se relier directement à une représentation quelconque, que ça soit une divinité, un yantra, un symbole de toutes sortes, et que ce symbole, que cet objet incarne les qualités qui vont ensuite nous permettre d'agir naturellement de cette manière. Et notez que les asanas utilisent cette symbolique, parce qu'on peut avoir par exemple des postures comme Virasana, la posture du héros, qui est censée permettre l'émergence et la reconnaissance de certaines qualités chez ceux qui vont la pratiquer. Et c'est vrai avec n'importe quelle posture. Et même si le sens n'a été donné que très tard finalement, puisque les postures au départ n'étaient pas forcément nommées et n'étaient pas forcément nombreuses. Mais c'est quelque chose qui peut quand même être utilisé comme support, en tout cas je le crois, à la pratique, parce que chaque posture, dans ce cas, est porteuse d'une transformation potentielle et porteuse d'une charge symbolique qu'on va pouvoir utiliser. L'exercice que je fais aussi avec ce podcast, c'est me replonger dans le moi d'il y a 10-12 ans et de revoir les questions que je me suis posées. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pu m'expliquer, ou en tout cas que j'ai pu finir par apprendre, par comprendre avec de l'expérience, avec des lectures, avec des rencontres. Mais ça ne résolvait pas pour moi le lien entre yoga et hindouisme. Parce que ces symboles, ils sont tous finalement reliés à l'hindouisme. C'est des symboles qu'on va retrouver dans les temples hindous et en Inde. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très lié à une culture. Alors dans l'absolu, on pourrait utiliser finalement n'importe quoi pour soutenir nos pratiques. Si pour vous, et je dis n'importe quoi intentionnellement, hein, le courage c'est une qualité qui est importante et que vous voulez être plus courageux dans votre vie quotidienne, mais que Virasana, posture du héros, pour vous ça n'évoque rien du tout. En revanche, vous trouvez que la pomme de terre, c'est le meilleur symbole du courage. C'est le meilleur, c'est ce qui représente pour vous le plus le courage, ce petit tubercule qui va s'enfoncer dans le sol, dans les profondeurs de la terre, qui va se développer. Bref, pour vous, ça fait sens. À la limite, rien ne vous empêche de vénérer le gratin dauphinois ou de faire un temple à la purée mousseline. Mais le yoga connaît assez mal le culte de la pomme de terre, parce que c'est une tradition qui est baignée
dans une culture qui s'est forgée sur le territoire de l'Inde actuelle. Et les références de la société indienne, les codes de la vie indienne ont donc été repris très naturellement. Donc nous, aujourd'hui, quand on arrive et qu'on dit qu'on veut pratiquer le yoga, forcément, il y a tout ce bagage culturel qui reste présent. On n'en a pas forcément conscience au départ, surtout vu l'image qui est véhiculée actuellement sur un yoga très occidentalisé, très postural, très esthétique. Et on ne voit pas toute cette dimension. On ne voit pas que le yoga est d'une certaine manière indissociable de cette culture parce qu'il a été créé dans cette culture. Alors après, on peut imaginer un yoga occidental, il y a plein de façons de faire. Il y a même des yogas qui ne sont pas empreints d'hindouisme, qui sont empreints d'autres cultures. Mais euh, voilà, ici on parle du hatha yoga empreint de tantrisme qui prend ses racines dans le shivaïsme. Alors inévitablement, on est dans ce bain culturel qui est celui de l'Inde. Et chez nous, on voit ça très bien aussi, hein. On est nombreux, là c'est bientôt la période, on est nombreux à manger des petits chocolats du calendrier de l'Avent. Et il y a plein de gens qui sont pas du tout chrétiens, mais qui fêtent l'Avent et qui fêtent Noël. Alors oui, la fête, elle est chrétienne, mais l'utilisation, entre guillemets, hein, de ce symbole, elle a été détournée. Certains vont vivre ce rituel de façon non religieuse, pardon, mais vont quand même le vivre comme un rituel. Là, je ne parle pas de toutes les personnes qui font de Noël une fête extrêmement matérialiste où on s'échange simplement des cadeaux pour la forme. Je parle de personnes qui vont se réapproprier à leur manière le rite de Noël. Donc ça sera peut-être l'occasion de travailler sur le maintien des liens familiaux, où ça sera un rituel où on va s'extraire pendant quelques jours du temps ordinaire et de la routine. Ça va être un espace pour retrouver nos proches, etc. Enfin, le prétexte de Noël, il est utilisé parce que c'est un code culturel qu'on a si on a grandi en France, en tout cas, qui sera complètement intégré. On n'a même pas à y réfléchir, c'est quelque chose voilà, qui est naturel. On a été éduqué là-dedans, on a vécu nos premières années de vie de cette manière. Donc le prétexte de Noël, c'est un code culturel qu'on a complètement intégré, mais la manière de vivre Noël n'est pas obligatoirement liée à la religion. On peut citer aussi le cas, même si c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, hein, des écoles. Moi, quand j'étais petite, on fêtait Noël à l'école, même si l'école était laïque. Alors aujourd'hui, je sais que ça a beaucoup changé, mais voilà, à l'époque, même les établissements laïques organisaient des activités spécialement pour Noël. C'était bien une manière de se réapproprier cette symbolique pour un autre objectif. Donc avec le yoga, c'est la même chose. Le yoga est né, s'est développé, a évolué dans une civilisation avec une culture à une certaine époque aussi. Donc c'est quelque chose qui prend peut-être du temps à changer, mais peut-être que dans 2000 ans, eh ben, on aura un yoga qui n'aura plus rien à voir, qui sera empreint de codes occidentaux ou je sais pas, peut-être de symboles mayas ou enfin peut-être que ça sera lié à une autre religion, ça on peut pas savoir. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vu l'histoire du yoga, c'est quelque chose qui est intimement lié aux symboles qui sont ceux de l'hindouisme, mais que le yoga ne reprend pas forcément pour servir une religion. Tout ça, pour moi, ça soulève une question qui est bien plus intéressante que ces débats sur la laïcité ou pas du yoga, hein. Ce serait quand nous sommes issus d'une culture qui est différente, est-ce qu'on est apte à embrasser ces symboles? Alors vous qui écoutez ce podcast, je ne sais pas dans quel milieu vous avez grandi étant enfant, adolescent, avec quel code culturel vous vous êtes construit, mais pour bon nombre d'entre nous, alors c'est pas complètement mon cas, donc c'est très biaisé, hein, mais pour la plupart des personnes qui vivent en France aujourd'hui, qui ont grandi en France, qui ont été éduquées dans une famille française, eh ben, ces symboles, ils sont complètement nouveaux. Peut-être à 20, 30, 40, 60 ans, je ne sais pas, à l'âge auquel vous avez commencé à pratiquer le yoga, c'est comme s'il y a un nouveau monde qui s'ouvrait et ces symboles qui sont nouveaux doivent maintenant être intégrés. Est-ce que c'est si facile quand on a, prenons l'âge moyen d'un pratiquant nouveau, c'est-à-dire autour de 40 ans, et ben, quand on a 40 ans, qu'on a vécu 40 ans dans une société qui bon, utilise quelques codes, quelques clichés liés à l'hindouisme, mais rien de très profond, quand tout ça nous est encore étranger, est-ce qu'on peut réellement se l'approprier? Est-ce que ça peut faire sens? Et est-ce que ça peut être efficace et soutenir notre pratique réellement, profondément? Est-ce que je suis capable de voir Ganesh pas seulement comme un bonhomme avec une tête d'éléphant?
Est-ce que je peux relier Kali instantanément, sincèrement, à une énergie qui va trancher ce qui m'entrave? Ou est-ce que je ne peux pas dépasser la répulsion quand je vois toutes ces têtes coupées? Moi, je crois que les vraies questions, elles sont là. Et chacun doit y répondre pour soi parce qu'on est tous très différents. Certains vont embrasser très facilement de nouveaux codes culturels et vont être perméables à certaines influences, d'autres pas du tout. Donc ça, c'est une réponse qui sera uniquement personnelle, mais je pense que c'est une question que chacun devrait se poser. Je note simplement deux choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de maîtres qui disent, alors dans le yoga, dans le bouddhisme, dans plusieurs traditions, il y a des maîtres qui disent aux aspirants dévots qui viennent à leur rencontre, qui veulent recevoir un enseignement, ils disent que si c'est possible pour eux, il vaudrait mieux rester dans leur tradition d'origine. Alors parfois c'est pas possible parce que la tradition dans laquelle on a été élevé, elle ne nous plaît pas, elle ne fait pas sens, on a une aversion pour ça, peut-être qu'on a été rejeté de ce groupe-là. Bref, dans ce cas évidemment, ça sera salutaire de changer. Mais dans le cas contraire, ces maîtres disent, et je pense qu'ils ont raison, que c'est plus facile de s'intégrer dans la tradition qui nous a accompagnés, on va dire, dans les premières années de notre vie. Ensuite, je vois aussi beaucoup d'occidentaux qui tombent amoureux de l'exotisme qui est relié à ces symboles. Donc ces symboles, ils sont plus vraiment pour eux porteurs de qualité, mais ils sont l'évocation d'une Inde qui est souvent légèrement fantasmée, un petit peu fausse. Donc c'est super d'un certain côté parce qu'ils se relient à une forme de beauté, de joie, à un optimisme. Ils vont embrasser une tradition parce qu'ils sont subjugués. Mais le risque dans ce cas, c'est vraiment d'adorer le symbole pour de mauvaises, entre guillemets, raisons. C'est-à-dire pas pour ce qui sert notre vie spirituelle, mais parce que ça fascine. Et c'est souvent une fascination qui est alimentée par une forme de manque, une sensation d'être incomplet, la sensation que c'est mieux ailleurs. Le but du yoga, je le reprécise, peut-être que je ne l'ai pas assez, assez martelé ici, mais je pense en tout cas que c'est pas d'être un parfait indien ou un parfait hindou. Moi, je suis assez désespérée quand je vois des rencontres entre profs, d'ailleurs j'y vais plus à ces rencontres, qui ressemblent à des fêtes costumées. Donc chacun sort son plus beau vêtement, les femmes sont toutes en sari, les hommes portent des kurtas, et tout le monde sent super fort les parfums indiens. On boit du chai, et puis ceux qui poussent le truc vraiment loin s'appellent par des petits noms indiens, et on mange du dal, et voilà quoi. Ça, c'est du folklore. C'est rigolo, c'est sympa, enfin si on adhère. C'est un moment social, ça on peut pas le nier, mais ça n'a rien à voir avec le yoga. Donc ça, c'est pour moi une forme d'attachement au symbole, d'attachement aux formes, d'une façon plus large, qui ne sert pas le fond, qui ne sert pas le propos principal. Et puis quand on parle de symbole, on ne peut pas tellement faire l'abstraction de tout ce qui est chakra, nadi. En un mot, ce qu'on pourrait appeler le corps énergétique. Alors pour certains, ça c'est une réalité, au même titre que la circulation sanguine, la respiration, le corps physique, en fait, c'est quelque chose qui est mis presque sur le même plan. Et puis pour d'autres, c'est un ramassis de conneries qui doit disparaître purement et simplement de l'enseignement du yoga. Donc je caricature volontairement, mais franchement, dans ce que j'entends, on n'est pas si loin. Il y a vraiment les deux équipes qui existent et qui s'affrontent. Instagram est un très bon terrain d'affrontement d'ailleurs pour ces deux équipes. Et je pense qu'on peut se situer quelque part entre les deux. Pas forcément pile au milieu, mais disons qu'on pourrait avoir une troisième voie que moi j'adopte assez volontiers, qui présente tout ce système dit énergétique comme une façon imagée et poétique d'explorer la réalité et nos sensations. Pour moi, la fonction de tel ou tel chakra, elle réside dans le pouvoir de concentration qu'on va déployer. Quand on se relie à un symbole précis, donc une image, un son, un point du corps, des qualités, tout ce qu'on veut, on va donner un périmètre contrôlé à notre mental. Parce que sans support, si vous essayez la concentration, la méditation, eh ben, si on n'a pas de support, l'esprit, il va aller et venir dans tous les sens, il va s'agiter sans savoir vraiment sur quoi se poser. On sera toujours dans une forme de doute et d'oscillation parce que tout est possible finalement. On le laisse aller là où il veut, où on lui dit ne va nulle part et ça c'est pas possible non plus. Donc en choisissant un support tel que celui-ci, donc ça peut être l'évocation d'un chakra, ça peut être la visualisation d'une divinité, ça peut être un point dans ce qu'on appelle donc corps subtil, corps énergétique, ce que vous voulez. Dans ce cas, on va circonscrire le mental dans un espace limité qui sera défini, qui sera choisi.
Et dans ce cas, en faisant ça, on va voir la concentration qui va s'établir de façon beaucoup plus simple. Alors je suis bien consciente que ça ne fait pas sens pour tout le monde. C'est seulement une proposition qui fait partie de la transmission proposée par certaines écoles de yoga. Et je crois que c'est assez intéressant de ne pas partir bille en tête dans un extrême ou dans un autre. Si on accepte totalement tout ça, on peut finir par prendre le symbole pour la réalité, alors qu'en fait le symbole n'est qu'un moyen d'accès à la réalité. Et à l'inverse, un rejet pur et simple, ça amène à amputer sa pratique de quelques outils et de passer à côté de certaines portes. Après, la pratique est très riche et on peut très bien ignorer certains chemins, on n'est pas obligé d'ouvrir toutes les portes, hein. En tout cas, de mon côté, ces visualisations qu'on appelle corps énergétique, ça m'a longtemps questionné. En tout cas, dans les cours, j'ai été très réticente à enseigner ce type de choses. Et aujourd'hui, je les vois vraiment comme des véhicules qui permettent de nous amener vers d'autres expériences, d'autres sensations, d'autres manières de penser, d'autres visions de la réalité. Et comme tout véhicule, c'est pas quelque chose d'éternel. Et donc, c'est pas utile de le vénérer. Peut-être qu'un jour, on sera rentré vraiment en contact avec une vision de la réalité, qu'on aura une vraie compréhension, une vraie transformation. Et dans ce cas, le symbole ne servira plus à rien. On pourra le jeter, on pourra ne plus s'en servir. Donc il y a bien des gens, hein, qui ont un attachement démesuré aux outils, à ce qui a une fonction. On le voit très facilement avec les voitures, bon, pour d'autres raisons, parce que c'est quelque chose qui est lié au paraître, au statut social, mais bref, il y a des personnes qui ont un attachement démesuré à leur voiture, et ça peut nous sembler absurde. Alors dans ce cas, il faut faire attention à ne pas faire la même chose, je pense, avec ces outils. Bon, après, je pense que tout n'est pas à jeter. Même dans le cas où on a cette adoration, cet amour pour, disons, un véhicule, donc une superbe voiture, même là, je crois que c'est pas complètement inutile si on arrive à dissocier l'objet de la sensation. Le fait d'adorer, ça va nous mettre en joie. Le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose, ça nous fait nous sentir vivants. Donc je crois que la proposition dans les cultes, c'est celle-ci, hein, c'est de se relier à cette force qui est en nous, qui est sublime, qui fait ressentir euh, parfois une chaleur diffuse, un sentiment d'être enveloppé, protégé, et que tout fait sens, quelque chose qui est de l'ordre de la paix profonde, de l'harmonie. Cet amour véritable, il peut sembler lié à la voiture. Et pour finir, hein, je pense que le véritable travail du yogi, c'est simplement d'être capable de cultiver ce sentiment, de le faire grandir, de le nourrir, indépendamment du support. Et là, on atteint la liberté ultime, l'absence de dépendance. La joie, on prend conscience qu'elle est en nous. Et ça, on ne peut pas nous l'ôter, alors que le véhicule, il peut disparaître, et il va disparaître de toute façon. Alors ce bonheur, ce sentiment, eh ben, c'est la seule chose qui importe. C'est vraiment notre bien le plus cher, le sens de toute chose et finalement la raison de vivre. Donc pour conclure sur le sujet du symbolisme dans la pratique du yoga, moi je crois que le symbole, ça reste un outil puissant. Le recours au symbole, c'est un bon moyen de faire ralentir le mental et d'amener une forme de, j'aime pas trop le mot contrôle, mais une possibilité de commencer à travailler avec le mental et de faire en sorte qu'il ne travaille pas contre nous. Le symbole, il va permettre de s'immerger dans une ambiance, dans une qualité de présence, sans passer par des mots ni par l'argumentation. Et au lieu de penser, on va ressentir. Je crois que ça fait quand même du bien dans une société où on est des cerveaux qui ont oublié qu'il y avait un corps aussi, hein, avec, et que ça fonctionnait complètement ensemble, et que le cerveau faisait partie du corps. Le yogi, il sait que la carte n'est pas le territoire et que la statuette n'est pas le principe divin. C'est quelque chose peut-être que vous avez pu expérimenter. Dans certaines pratiques de yoga, dans certaines sadhanas, on va utiliser des outils chaque jour auxquels on va finalement s'attacher d'une certaine manière au bout d'un moment, pendant des mois, voire des années. Et quand la sadhana est terminée, quand le but est atteint, on va brûler ou immerger ces outils, ces objets dans un fleuve. Alors quand on fait ça, d'une certaine manière, on exerce notre détachement. Encore une petite anecdote qui, je pense, parlera à certains d'entre vous. Moi, ça me fait toujours beaucoup sourire quand en cours, il y a des personnes qui viennent avec tout un attirail, plein de bibelots. On a l'impression qu'ils sont en train de déballer leurs marchandises, qu'ils vont pouvoir ouvrir une boutique. Et donc, ces personnes sortent des plaids, des coussins, des bougies, des photos des maîtres, des statuettes, enfin tout ce que vous voulez. Et ça prend une place monstrueuse. Ça occupe deux places, quoi, deux tapis. Donc, est-ce que c'est une manière de marquer son territoire ?
Bon, pas forcément, je pense pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un genre de toc. On peut pas commencer la pratique tant que tous les objets sont pas disposés d'une certaine manière. Et, et je pense que quand le symbole nous alourdit de cette façon, il est temps de questionner la place qu'on lui donne et la pertinence de son utilisation dans notre pratique. Parce que c'est assez difficile de s'élever quand on est lesté avec un tel poids. Et dans ce cas, c'est un poids qui est concret, qui est physique, qui est voilà, matériel. Voici pour le podcast du jour. J'ai pris le temps de retranscrire de façon plus claire, sans toutes les digressions, l'essentiel de ce podcast sur le site www.dharmalion.com. Je vais mettre le lien en description. Et donc, ça vous permettra, si vous le souhaitez, de retrouver quelque chose de peut-être plus structuré, avec un vrai plan, avec des vraies parties. Voilà, s'il y a des choses qui font sens pour vous, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin, envie, la nécessité de compléter tout ce que j'ai dit, qui est nécessairement incomplet et qui est forcément le reflet uniquement d'une expérience, d'un vécu, qui n'est en aucun cas une vérité.